Le salon sentait le sapin et la cannelle, comme toujours chez ma mère en décembre. Elle accrochait la même couronne au-dessus de la cheminée depuis mes 9 ans, un peu de travers et refusant obstinément d'être redressée. J'avais l'habitude de trouver cela charmant, et là, debout par un froid après-midi de samedi, en regardant ma fille Léa tirer sur l'ourlet de sa robe de fête, je trouvais toujours cela charmant, mais presque tout le reste de cet après-midi commençait à s'aigrir. Léa avait 6 ans. Elle avait choisi sa propre tenue pour l'occasion, une robe en velours vert qu'elle avait repérée dans une vitrine 3 semaines plus tôt et dont elle parlait chaque jour depuis. Elle m'avait laissé lui tresser les cheveux le matin même, assise très droite et très sérieuse sur le rebord du lavabo de la salle de bain, comme si elle comprenait qu'il s'agissait d'une occasion spéciale et qu'elle voulait lui faire honneur. C'était le genre d'enfant qui prenait ce genre de choses à cœur, les dîners de fête et les photos de famille inclus. Ma famille s'était réunie pour la photo annuelle, une tradition que ma mère maintenait en vie depuis plus de 30 ans. Elle avait des albums remontant à 1989, des photos de personnes aux vêtements de plus en plus démodés, disposées devant la même cheminée, sous la même couronne bancale, les décors ne changeant que par petites touches, un nouveau canapé, un mur repeint, des enfants apparaissant, puis grandissant, puis apparaissant à leur tour avec leurs propres enfants. Ce rituel comptait pour elle de la manière dont certains rituels comptent pour certaines personnes, non pas parce que les photographies elles-mêmes étaient précieuses, mais parce que l'acte de les prendre signifiait une certaine continuité. L'image d'une famille choisissant de se présenter au même endroit année après année. Il y avait 12 personnes dans le salon, mes parents, mes 2 sœurs, mon beau-frère, divers cousins et les 3 enfants de ma sœur Bénédicte. Les enfants de Bénédicte étaient déjà installés près de la cheminée, vêtus de tenues coordonnées bordeaux et crème. Ma mère redressait des cadres sur le manteau de la cheminée tandis que mon père débattait gentiment avec mon oncle pour savoir s'il fallait utiliser le retardateur ou demander à quelqu'un de prendre la photo manuellement. J'avais emmené Léa chaque année depuis 4 ans, elle avait figuré sur chaque photo et savait exactement où se placer. Elle se dirigea naturellement vers la cheminée pour rejoindre sa place habituelle entre moi et la fille de ma cousine, et c'est à ce moment-là que Bénédicte s'est interposée. En fait, dit Bénédicte, non pas méchamment, mais avec la précision particulière de quelqu'un qui avait répété son texte, nous ne faisons que la famille immédiate cette année, juste les parents de sang. Léa s'arrêta net. Je regardai ma sœur et lui dis qu'elle était sur toutes les photos depuis ses 2 ans. Je sais, et ça a toujours été un peu délicat, répondit Bénédicte en lissant son blazer, maman et moi en avons discuté, les portraits de famille sont pour la vraie famille, nous avons pensé qu'il était temps de rendre cela officiel. Il y eut un moment où je crus que quelqu'un allait dire quelque chose, ma mère s'était détournée de la cheminée, mon père s'était tu, ma tante étudiait le plafond, mais personne ne parla. Quelques personnes firent de petits signes de tête inconfortables, le genre qui communique un accord sans exiger que l'on prononce les mots à voix haute. Léa n'avait pas bougé, elle se tenait toujours au milieu de la pièce, assez près de la cheminée pour que la lumière accroche le velours vert et le fasse scintiller. Elle me regardait avec une expression qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir, l'expression spécifique d'un enfant qui essaie de comprendre pourquoi on lui a demandé de sortir d'une pièce où il pensait être à sa place. Je n'ai rien dit non plus, pas à ce moment-là. Je marchai vers elle, pris doucement sa main et lui dis, « Viens, on va chercher ton manteau. » Elle ne posa aucune question avant que nous ne soyons dans la voiture, puis elle demanda d'une toute petite voix si elle avait fait quelque chose de mal. Je lui ai répondu que non, qu'elle n'avait absolument rien fait de mal, qu'elle était exactement qui elle devait être et que parfois, les adultes prenaient des décisions qui n'avaient rien à voir avec les personnes qu'elles affectaient. Je voulais lui en dire plus, je voulais lui expliquer toute la machinerie compliquée de la famille, la façon dont certaines personnes décident, sans jamais le dire tout haut, que certains enfants comptent plus que d'autres. Et que ce n'est pas le reflet de l'enfant mais de celui qui prend la décision. Mais elle avait 6 ans, il faisait froid et la rue derrière la vitre était pleine de lumière de Noël, ce dont elle avait besoin à ce moment-là n'était pas une explication, c'était de ne pas se sentir seule. Elle resta silencieuse un moment, regardant les décorations des maisons voisines, puis elle dit qu'elle avait faim et demanda si nous pouvions prendre un chocolat chaud. Nous avons pris un chocolat chaud, puis nous sommes rentrés à la maison. Je lui ai donné son bain, lui ai lu 2 chapitres de son livre et suis restée jusqu'à ce qu'elle s'endorme, ce qu'elle fit rapidement et profondément, comme le font les enfants quand ils décident de ne plus s'inquiéter pour la nuit.
Je me suis ensuite assise dans la cuisine, à cette table où j'avais pris mon petit déjeuner pendant presque toute mon enfance, j'ai répondu à quelques courriels professionnels et je n'ai pas pensé à ma sœur. À 23h27, mon téléphone vibra sur le comptoir. C'était Bénédicte. Le message disait « J'espère que tu n'as pas l'intention d'en faire toute une histoire. Juste un rappel, n'oublie pas qu'il se porte caution pour ton prêt immobilier. Certaines relations valent la peine d'être préservées. » Je le lus 2 fois. Le prêt auquel elle faisait référence concernait mon premier achat, un petit duplex que j'avais acquis il y a 9 ans, quand j'avais 24 ans et que j'apprenais encore le métier. Bénédicte s'était portée co-emprunteuse et, pendant 2 ans, elle me l'avait rappelé à chaque occasion. Ce qu'elle ne savait pas, parce que je ne le lui avais jamais dit et que je n'avais aucune raison particulière de le faire, c'est que le prêt avait été renégocié et transféré il y a 3 ans, lorsque j'avais racheté l'établissement bancaire qui le détenait à l'origine. Ce n'était pas une phrase que je m'attendais à formuler un jour dans ma tête, mais c'était la vérité. J'avais passé la majeure partie d'une décennie à bâtir une société de services financiers, discrètement et avec une patience délibérée. J'avais commencé par ce duplex, puis un petit immeuble commercial, puis un cabinet d'investissement régional, avant de prendre une participation majoritaire dans une banque mutualiste de taille moyenne appelée la Financière Méridien. L'acquisition avait été finalisée 18 mois plus tôt, elle avait été brièvement mentionnée dans la presse spécialisée et pas du tout dans les journaux que ma famille lisait. Je n'en avais pas parlé au dîner, ni à Pâques, ni à la fête d'anniversaire en juillet, ni lors des déjeuners du dimanche où Bénédicte disait parfois que j'étais douée avec les chiffres sur le ton condescendant de quelqu'un qui considère cela comme une compétence limitée. L'entreprise avait grandi comme les choses ont tendance à grandir quand on y prête attention avec constance et que l'on résiste à l'envie de se mettre en avant. J'avais recruté avec soin, réinvesti agressivement et pris l'habitude d'apprendre les détails de chaque transaction que je touchais. Je n'étais pas une tête brûlée, j'étais quelqu'un qui comprenait assez bien le risque pour savoir le gérer, ce qui est une chose différente et, à bien des égards, plus utile. Au moment où j'ai acquis Méridien, j'avais une équipe de 43 personnes véritablement excellentes dans leur travail, j'avais leur confiance et nous avions construit quelque chose qui fonctionnait sans grand fracas. Mon prêt, le prêt original du duplex, avait été transféré dans le portefeuille de Méridien lors de la restructuration. Je détenais désormais, de fait, les titres de ma propre créance, ce qui signifiait que la menace que Bénédicte venait de m'envoyer par SMS depuis son salon à presque minuit était une menace qu'elle n'avait pas le pouvoir de mettre à exécution. Je ne répondis pas immédiatement. Je me fis une tasse de thé. Je repensai à Léa debout au milieu du salon dans sa robe verte, me regardant avec cette expression. Puis j'ouvris ma boîte mail et transférai les documents d'acquisition à l'adresse de Bénédicte, le dossier complet, l'approbation réglementaire, les registres de transfert. Un document en particulier rendait la structure de propriété très claire. J'ajoutai une seule ligne en haut, pour tes dossiers personnels. J'envoyai le tout à 23h52 et j'allais me coucher. Elle m'appela le lendemain matin à 7h14. Je laissai sonner. Elle rappela à 7h31. J'étais en train de préparer le petit déjeuner de Léa, des œufs brouillés avec un peu de fromage comme elle les aimait, alors je laissai passer cet appel aussi. Le 3e appel arriva pendant que Léa mangeait ses tartines, et je sortis dans le couloir pour répondre. La voix de Bénédicte était différente de tout ce que j'avais entendu auparavant, pas exactement en colère, mais plus tendue, de la façon dont une voix sonne quand quelqu'un s'efforce de rester mesuré. « C'est une sorte de plaisanterie » demanda-t-elle. « Non » répondis-je. « Tu possèdes Méridien ? Ma société détient la participation majoritaire, oui. » Il y eut une pause. « Depuis combien de temps ? » L'acquisition s'est conclue il y a environ 18 mois. Une autre pause, plus longue. Et notre prêt, le prêt du duplex, a été transféré au portefeuille de Méridien pendant la restructuration. Tu es enregistrée comme co-emprunteuse sur un prêt administré par une banque dont je suis l'actionnaire principal. C'est la situation actuelle. Elle resta silencieuse si longtemps que je vérifiais si l'appel n'avait pas coupé. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle enfin. C'était une question raisonnable, et je la considérai honnêtement avant de répondre. La vérité était que cela ne m'avait jamais semblé nécessaire.
Je n'avais pas bâti une société financière pour impressionner ma famille ou gagner des disputes lors des dîners, je l'avais bâti parce que je trouvais le travail passionnant, parce que j'étais douée pour ça, et parce qu'après avoir commencé avec un duplex à 24 ans, j'avais découvert que je ne voulais plus m'arrêter. Le fait que personne dans ma famille ne soit au courant n'était pas un secret que j'avais activement protégé, c'était simplement un fossé qui n'avait jamais eu besoin d'être comblé jusqu'à hier soir. Quand un gouffre s'était ouvert sous les pieds de Léa au milieu d'un salon et que j'avais regardé tout le monde rester planté là sans rien dire. Tu m'as envoyé un message me menaçant à propos d'un prêt que tu pensais contrôler, dis-je, il m'a semblé qu'une clarification s'imposait. Je ne te menaçais pas, j'étais juste. Tu as écrit, n'oublie pas qui détient ton prêt. C'est ce que tu as dit. Elle ne répondit pas. Bénédicte, repris-je, je n'ai aucun intérêt à transformer cela en une affaire juridique ou financière, ce n'est pas ce que je veux. Mais je veux que tu comprennes que lorsque tu as envoyé ce message, tu pensais avoir un moyen de pression sur moi, et ce n'est pas le cas. Ça ne l'est plus depuis longtemps. Je pense que nous avions toutes les deux besoin de le savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda-t-elle. Rien de dramatique, répondis-je, les conditions du prêt ne changent pas. Je ne suis pas ton propriétaire et je ne suis pas ta banque. Ton prêt est administré de la même manière qu'hier. Elle expira longuement. Ce qui change, ajoutai-je, c'est que je n'emmènerai plus Léa à des événements familiaux où elle sera exclue des photos et où on lui demandera d'attendre dehors pendant que la vraie famille se réunit. Si cette politique doit continuer, elle et moi ferons d'autres projets. Maman va être contrariée. C'est une chose dont tu pourras discuter avec elle. C'est toi qui as pris la décision, c'est à toi de l'expliquer. Il y eut un long silence derrière la fenêtre du couloir. Je voyais les enfants des voisins jouer sous les premiers flocons de neige de la saison, laissant des empreintes sur la pelouse blanchie. Je ne pensais pas qu'elle s'en soucierait autant, finit par dire Bénédicte, elle n'a que 6 ans. Elle m'a demandé dans la voiture si elle avait fait quelque chose de mal. Bénédicte ne dit rien pendant un moment. Quand elle reprit la parole, sa voix avait légèrement changé, pas de façon spectaculaire, ce n'était pas encore une excuse, mais elle sonnait moins sur la défensive. Je vais parler à maman, dit-elle. D'accord, répondis-je. Je retournai dans la cuisine. Léa avait fini ses tartines et dessinait sur le dos d'une enveloppe avec un feutre rouge, une maison avec un grand arbre et plusieurs oiseaux. Elle la brandit quand j'entrai. C'est notre maison, dit-elle, je mets une étoile sur le toit. C'est parfait, lui dis-je en m'asseyant en face d'elle pour finir mon café. Je n'eus plus de nouvelles de Bénédicte ce jour-là. Ma mère m'appela dans la soirée, un appel court, un peu raide, au cours duquel elle dit qu'elle avait réfléchi à l'histoire de la photo et que, peut-être, ils avaient été trop hâtifs. Je lui dis que j'appréciais qu'elle le dise. Nous avons parlé quelques minutes d'autre chose, du temps, des voisins, d'un film qu'elle avait vu, puis nous nous sommes dit bonne nuit. 3 semaines plus tard, ma mère envoya une nouvelle photo de famille dans la conversation de groupe. Elle avait été prise lors d'une petite réunion informelle, de nouveau dans le salon. La couronne était toujours de travers au-dessus de la cheminée. Tout le monde y était. Léa se tenait près de la cheminée dans une robe différente, rouge cette fois, son propre choix, et elle riait de quelque chose situé juste hors champ, la tête légèrement renversée comme elle le fait quand quelque chose la surprend vraiment. J'enregistrai la photo sur mon téléphone et la regardai un long moment. Léa n'a jamais rien su pour le SMS, le prêt ou tout le reste. Elle savait seulement que nous étions partis tôt cet après-midi-là pour boire un chocolat chaud et que, 3 semaines plus tard, elle était revenue et avait figuré sur la photo. C'était la version des faits qu'elle garderait en elle, les choses avaient été étranges un instant, puis elles avaient été réparées. Les enfants de 6 ans méritent au moins cette continuité. Le reste, les documents, les papiers d'acquisition, l'email de 23h52, resta là où il devait être. Pas vraiment un secret, juste un fait qui avait été énoncé une fois, clairement, au moment précis où il avait besoin de l'être.